Et la relation entre ces Algériens-là, soit ils ont fait le choix de la France après l'indépendance pour faire de l'opposition, soit ils ont fait également le choix du Maroc. Et je ne parle pas seulement de Boudiaf, je parle de Khédar, il y a Krim, il y a... Je dis aussi... Tu es d'accord? J'apporte une précision. Boudiaf n'a pas été au Maroc au départ. Il était en France d'abord. Oui, mais il n'a pas tardé. Ensuite, je livre ce qu'on nous a expliqué, parce qu'on a posé cette question. On a dit, mais écoutez, des principaux responsables de 57, ils s'exilent en France. 54. Le 54, pardon. On a posé la question. Quelqu'un a été exilé par la France? C'est la réponse qui nous a été donnée. Il a été exilé. Il a été expulsé, pardon. Expulsé par les Français. Ce sont les Français qui l'ont expulsé. Qui l'auraient expulsé et il aurait choisi d'aller au Maroc. Je livre ce qu'on nous a donné comme explication quand on a exigé des explications pourquoi Boudiaf s'est réfugié en France. Au Maroc d'abord. Non, en France, tu veux dire. En France d'abord et au Maroc ensuite. Parce que j'avais dit essentiellement dans le 82, la crise de 82, au moment où le parti implose. Donc il a fallu lui donner des explications. Il n'a pas donné des explications, c'était ça. Pourquoi était venu en France? Mais pourquoi n'était pas allé en Tunisie? Pourquoi n'était pas allé en Égypte? Pourquoi n'était pas allé en Yougoslavie à l'époque? Yougoslavie avait dit que c'est la même l'Égypte. Alors là, il y a la France, ça s'explique, il te dit il y a la Fédération de France. Comme il a été responsable de la Fédération de France, donc il a beaucoup d'amis. Écoute, c'est quand même curieux. Et ça, je pense que la remarque que tu as faite il y a un peu précédemment, qui a consisté à dire que c'est un phénomène curieux que tous les opposants de ces républiques qui étaient en voie d'émancipation retournent chez l'ancien colonisateur. C'est un fait qui n'est pas seulement algérien. Oui, oui. Il n'est pas algérien et maghrébin, il est africain, il est continental. C'est très curieux, mais c'est comme ça. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Et pour ce qui est du Maroc, pourquoi l'opposition algérienne à l'époque? Est-ce que c'était parce qu'on avait vécu un jeu trouble et double? Oui. Du côté de l'Algérie, l'Algérie avait abrité des opposants marocains. Oui, absolument. Et le Maroc avait abrité les opposants algériens. C'était la réponse du berger à la bergère. Ça, c'est vrai. Les groupes marocains qui étaient réfugiés à Alger, j'en ai connu, moi, personnellement, à la fin des années 60, puisque dans le groupe que nous avons constitué, le comité de soutien au mouvement révolutionnaire arabe, on avait 5 Marocains, 5 étudiants marocains. Et ensuite, le mouvement Aman, qui est un mouvement d'extrême gauche, paradoxalement, est abrité à Alger. Est-ce que la question, pour revenir pour maintenant passer à autre chose, mais pour terminer notre discussion sur le printemps berbère, oui. Est-ce que le Maroc également, oui. depuis l'indépendance et particulièrement depuis ces mouvements dans la région de Kabylie, particulièrement au mouvement berbère, il y a le même problème au Maroc. Mais le Maroc, il gère différemment, il a géré différemment la problématique identitaire, la problématique linguistique, ils l'ont géré différemment. Est-ce qu'il n'y a pas également une main, une sorte d'ingérence marocaine dans cette question culturelle algérienne pour contrer le pouvoir d'Alger par rapport à la question du Sahara occidental? Est-ce qu'il n'y a pas ce double... Vous êtes en train de soutenir, nous intervenons indirectement en Kabylie, etc. Bon, moi je t'expose une thèse qui a quand même circulé dans un certain nombre de milieux. Je ne partage pas cet avis. Oui. En particulier pour la question de la mazérité, parce que le même problème qui se pose à l'Algérie dans sa relation à la mazérité se pose au Maroc. Mais pas dans les mêmes termes. Pas dans les mêmes termes, mais au Maroc, ils ont géré d'une façon meilleure quand même la problématique. Ils ont géré sur le temps. Sur le temps, ils ont géré de façon meilleure, mais il a fallu attendre Mohamed VI, l'actuel roi, pour qu'effectivement il y ait une institutionnalisation et la création d'un centre international des études à Mazir avec un recteur qui est mon ami Boukos, qui est un type remarquable, un linguiste de renom, qui est aussi beaucoup d'autres linguistes qui sont d'un avis divergent comme Boulfour, mais qui se trouvent en France parce qu'effectivement ils ne partagent pas le point de vue, etc. Mais je pense que le problème, je vais
je vais encore provoquer. Oui, oui, vas-y. Mais je pense qu'on s'est entendu là-dessus. Oui, oui, ça c'est la règle chez nous. La règle chez nous. On a dit une histoire parallèle, très critique, Absolument. mais objective. Donc, Et essayons en dehors d'être des tabous. en dehors des tables. Je crois que le gros problème algéro-marocain n'est ni dans l'affaire du Sahara occidental, ni dans l'affaire de la Mazérité. Il est dans quoi alors? Il est sur les influences sur le Sahel, à travers les confréries maraboutiques. Et ça, on ne veut pas le dire. Ni les Algériens, ni les Marocains ne veulent le dire. Petit à petit, j'ai fait une enquête. Une enquête scientifique. Non, c'est pas une enquête policière, n'est-ce pas? C'est pas du tout dans mes temps. Tu ne sauras pas le faire de toute façon. Absolument. Tu ne sauras pas le faire. Je suis complètement balourd dans le truc. Et je n'ai de sympathie pour les énigmes policières que quand je regarde Sherlock Holmes. C'est quand même de l'imaginaire. Le reste, je m'en fous. J'ai fait une sorte de démarche de recherche. Pour moi, elle était académique et pour le commanditaire, elle était touristique. Écoute, même le terme de commanditaire, il nous fait peur. Non, pas de problème. Le commanditaire, parce qu'il y a trop de commanditaires en Algérie. Non, il y a trop d'assassinats politiques, il y a beaucoup de commanditaires. Non, c'est-à-dire que je plaisante. Mon ami c'est Bachir Zoul dirigeait la revue Tassili de la compagnie nationale Algérie. Et il avait une maison de communication. RSM, Régie Sud-Méditerranée. En 1998, il m'a demandé si je voulais bien aller faire un tour à Dakar et faire une sorte d'enquête sur la Tijani. Il m'a arrangé le rendez-vous avec l'ambassadeur d'Algérie à l'époque, Ben Amara, Smaïl, qui est un homme très charmant, que je salue au passage. Ça m'étonne qu'il me suive, mais pourquoi pas? Oui. Et c'est un type remarquable, il faut le dire. Et Ben Amara, dès que je suis arrivé, donc, m'a pris en charge hôtellerie, etc., en accord avec la régie RSM. Et le lendemain, il m'a fait accompagner par l'attaché de l'ambassade d'Algérie, m'a accompagné chez Montagatal, qui est le grand cheikh de la Tijaniya à Dakar. Et je suis allé le voir. Et ensuite, j'ai discuté, parce que, évidemment, quand on vient faire un petit travail autour de la Tijaniya, on ne passe pas inaperçu. Dès que je me suis trouvé à la buvette de l'hôtel où j'étais descendu, on m'a abordé, c'est normal, ils font leur travail. Des Sénégalais, très sympathiques, très corrects, courtois, abordés pour discuter, qu'est-ce que vous venez faire? J'ai dit, je suis un universitaire, je suis un académicien et je m'intéresse un peu à la dispersion de la langue arabe, parce que je suis un linguiste sur l'Afrique et je voudrais voir comment la langue arabe est utilisée dans les structures sacrées, notamment, par exemple, dans les confréries maraboutiques. On m'a dit, vous savez qu'il y a 2 confréries maraboutiques, très grandes confréries maraboutiques au Sénégal. J'ai dit, bon, franchement, je ne sais pas, parce que c'est la première fois que je mets les pieds en Afrique noire. Je n'ai jamais visité l'Afrique noire. Et pourquoi la Tijaniya? J'ai dit, tout simplement parce que la Tijaniya a un lien avec l'Algérie. On dit, vous savez qu'il y a des mourides? J'ai dit, non, je ne sais pas, c'est quoi ça? On m'a dit, c'est une confrérie qui se dit Tijaniya, mais elle est marocaine. Elle est liée aux Marocains. J'ai dit que grand bien leur fasse. Moi, si la diversité, même dans les marabouts, je suis pour. Vu qu'il n'y a pas l'uniformité. Donc, on a discuté comme ça et j'ai appris qu'il y avait une très très vive compétition entre l'Algérie et le Maroc sur le problème
de la suprématie de la confrérie maraboutique, parce que la confrérie maraboutique au Sénégal joue un rôle très important dans l'adoubement et plus ou moins la légitimation des candidats aux élections présidentielles. C'est clair, c'est clair. Et il y a en tous les cas un axe très important, Rabat-Dakar. Rabat-Dakar, oui, oui. Qui a supplanté l'ancien axe Alger-Dakar. Très juste. D'autant plus que même le Sénégal a lui-même produit sa propre confrérie Tijania. C'est une autre école, une autre tendance, etc. Et puis que même le pèlerinage lui-même se fait du côté de Fès et non pas de notre... Oui. Sidi Ahmed Tijani visitait à Fès et non pas à Enmad. Ils n'ont pas à Enmad. Il faut le dire. Et ça, c'est un échec. Et c'est un échec monumental, aussi bien de notre ministère de la Culture, de notre ministère des Affaires étrangères, de nos universitaires, de la presse, des médias, des partis politiques, de l'ensemble de la société algérienne, et de notre académie militaire. Et de notre académie militaire, c'est-à-dire de notre travail sur le plan du renseignement et de l'enjeu. Sur le plan de la formation des militaires, des élites militaires africaines. D'autant plus que l'Algérie peut-être a formé plus que tous ceux qui ont été formés à Meknès, etc., dans l'académie militaire de Meknès. Absolument. Effectivement. Absolument. Donc pour toi, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça mérite également une réflexion, un débat assez profond sur la Tijania et les enjeux, l'implication de la Tijania dans le pouvoir de décision, particulièrement dans une quinzaine de pays africains, etc. Maintenant, revenons pour terminer le chapitre de Printemps berbère, de la Mazérité, de l'Académie berbère, etc. Est-ce que, à ton avis, l'Académie berbère... Attends, je n'ai pas fini. Je sais que tu n'as pas fini, mais je sais que... Vas-y, allez, finis. Je n'ai pas fini, parce que moi j'essaie de poursuivre et de pourchasser le projet, autant que je puisse lire. Je n'ai pas d'informations, il faut le dire. C'est comme disait quelqu'un, je suis en train de tirer des plans sur la comète, n'est-ce pas? C'est pas très sympathique de sa part, parce que c'est un travail d'une trentaine d'années. C'est une réflexion que nous menons sur un siècle de l'histoire de notre pays. Il ne s'agit pas d'élucubration. Et ça, comme disait quelqu'un d'autre, on a dans notre pays une faculté incroyable à discréditer ce que le voisin fait. Très juste. Alors, le problème c'est que Qasem Merbah, qui devait être au courant probablement des véritables enjeux qui se profilaient sur la guerre des confréries maraboutiques. Et en particulier de cette guerre triangulaire. C'est un axe d'opposition Alger-Rabat, mais en fait, il y a le troisième angle, c'est Paris. Parce que c'est Paris aussi qui, dans un certain sens, tire les ficelles d'une manière ou d'une autre. Paris veut contenir, et elle a toujours voulu contenir, les années 60-70 en particulier, elle a voulu contenir le développement tactique de l'Algérie sur l'Afrique noire. Évidemment, à la fin de la période de Boumedienne, on était plus ou moins soulagé, puisque un troublion va prendre le relais, c'est Kadhafi qui va enfin décompresser la situation. Mais Qasem Merbah comprend une chose. Il dit, s'il y a un affaiblissement de l'impact des confréries maraboutiques, il risque d'y avoir un phénomène. C'est le phénomène suivant. Si la Tijania, qui était en passe après le discrédit de l'Académie, parce qu'on a tenu, les gens ne se rappellent pas, mais il faut le rappeler, tout le discours du FNL contre l'émir Abdelkader et contre l'Académie dans les années 60-70. Et c'est terrible, c'est horrible. Et maintenant, c'est exactement l'inverse. On en fait un homme sacré, la seule référence, des centaines de colloques. On revient à ce rééquilibrage des marabouts, je l'appellerai comme ça. Non, ce rééquilibrage des marabouts et surtout également l'impact du régionalisme. On s'intéresse à l'émir Abdelkader, malheureusement, pour des raisons régionalistes. C'est un commerce régionaliste. C'est terrible ça. Le problème de Qasem Merbah, c'est que la Kabylie est une région ceinturée, encadrée par les marabouts. Mais la confrérie maraboutique dominante en Kabylie, c'est la Rahmaniya.
Ce n'est ni la Tijaniya, ni la Qadiriya. Il y a un peu de Qadiriya parce qu'il y a eu quelques gens qui ont accompagné Abdel Qader dans ses résistances contre la Fédération française, mais la Kabylie est essentiellement verrouillée et tenue par la Ahmadiyya. Et à ce moment-là, je pense que Barbah a compris que s'il y avait une déboumedinisation, et on sait combien Boumediene a encadré, limité, restreint le rôle des confréries maraboutiques, sauf pour ce qui concerne